un simple petit rappel. J'ai mis les pieds en Polynésie pour la première fois en 1981. J'ai dû faire une douzaine de missions de recherche sur les récifs coralliens depuis. Et grâce à Bernard Salva, j'ai pu revenir sur la Polynésie en 2021. Et depuis 2021, donc, je suis actif sur les sujets de recherche qui me concernent, à savoir les récifs coralliens. Alors, la thématique qui nous concerne ce soir, c'est l'histoire des motus. Évidemment, les motus, vous connaissez. Les motus, ce sont des sites très importants sur le plan culturel pour les Polynésiens, puisque ce sont des zones, en particulier dans les Tuamotu, où les Polynésiens se sont installés et vivent quotidiennement. Alors la question, c'est de savoir comment ils se sont formés, à quelle époque ils se sont formés. Et puis il y a aussi le problème donc, de ces méga-blocs récifaux, ces blocs arrachés au fond des récifs, et qui s'accumulent donc sur les platiers récifaux. Les motus, comme les méga-blocs, en fait, sont liés, leur mise en place est liée donc, à des événements hydrodynamiques extrêmes. Alors je vous présente ici donc une carte simplifiée de la Polynésie française sur lesquelles sont placés les noms des atolls sur lesquels nous avons travaillé ces dernières années. Bon, atoll ou île haute comme Bora Bora. Nous avons travaillé à Bora Bora, à Rangiroa, Takapoto, Fakarava, Maratue, Marutea Sud, et puis nous avons des données aussi évidemment sur Anaa. Donc les îles présentées ici vont servir en fait de support à ma démonstration. Alors voici donc ici une très belle photo de Philippe qui montre les motus. Je ne vais pas vous présenter les motus, vous savez ce que sont les motus. Mais si on regarde un peu plus dans le détail, on voit qu'en fait, la morphologie des motus est un peu plus compliquée que ce que l'on pourrait penser. En effet, si nous partons depuis la pente externe du récif, vous avez donc évidemment ce qu'on appelle la zone à éperon et sillon, construite par les coraux. Ensuite, en arrière, évidemment, vous avez la fameuse crête algale. Ensuite, le platier récifal. Ce platier récifal sert d'assise à un ensemble qu'on appelle la plateforme conglomératique. La plateforme conglomératique, j'y reviendrai, c'est en fait une assise dont l'épaisseur varie de 50 cm à 1,50 m selon les secteurs et les atolls et les sites. Et elle sert elle-même donc d'assise au motu, c'est-à-dire à la partie végétalisée du motu. Alors, retenez bien donc ce terme de plateforme carbonatée et en avant, vous pouvez avoir, comme ici dans le cas de Fakarava, donc des blocs arrachés au fond de récif. Donc nous allons discuter de tous ces éléments. Voilà donc une plateforme conglomératique. Bon, je rappelle qu'un conglomérat, en fait, c'est un ensemble d'éléments détritiques, de roches diverses, cimenté. Là, on parle de plateforme car l'épaisseur de cette assise est à peu près constante dans un secteur donné. Si l'on regarde d'un peu plus près quelle est la composition de ces conglomérats, on constate bien entendu qu'ils sont formés par des colonies coralliennes plus ou moins cassées, plus ou moins roulées, dont l'analyse d'ailleurs des espèces permet de savoir d'où ces éléments proviennent. Donc essentiellement de la partie supérieure de la pente externe, entre les fonds de 0 à 20 mètres environ. Alors l'intérêt évidemment des coraux, c'est que nous pouvons les dater par des techniques. Il y a deux techniques que certains d'entre vous connaissent. C'est la fameuse datation par le carbone 14, en mesurant la teneur donc résiduelle de C14 dans le corail. Il y a une technique plus précise qui donne des résultats plus intéressants. C'est la méthode dite du rapport uranium-thorium. En effet, les coraux concentrent l'uranium pris depuis l'eau de mer. Et l'uranium, vous le savez, c'est un élément radioactif. Et quand il se décompose, il donne naissance donc à du thorium. Le thorium est l'élément fils de l'uranium. Donc il suffit de faire le rapport entre l'uranium
et le thorium dans le corail pour savoir quel est l'âge du corail, puisque un corail jeune va avoir beaucoup d'uranium et peu de thorium, et inversement, un corail vieux aura plus de thorium que d'uranium. Donc voilà donc la méthode utilisée, donc voici dans le principe. Alors, un certain nombre de ces plateformes carbonatées, de ces plateformes conglomératiques carbonatées ont été datées. Ce schéma est intéressant parce que, vous voyez, nous avons daté 75 plateformes conglomératiques provenant de 9 atolls dans le nord-ouest des Tuamotu. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que, en fait, la formation des plateformes conglomératiques est relativement récente, puisque, vous voyez, 30% d'entre elles se sont concentrées entre 2000 ans et 1000 ans avant l'époque présente. Donc, ce sont des formations extrêmement récentes, bien qu'elles soient cimentées. Et ces chiffres indiquent que les débris consolidés, non consolidés, pardon, qui sont situés au-dessus des assises conglomératiques, eh bien, ont à peu près le même âge que les conglomérats sous-jacents. Ce qui veut dire que les conglomérats se forment au fur et à mesure de l'évolution du Motu et de l'alimentation du Motu en débris coralliens. Vous voyez, donc c'est pas... Il peut y avoir dans certains secteurs, effectivement, des conglomérats qui soient plus anciens, évidemment, que ceux qui supportent, mais vous avez aussi des endroits où le conglomérat a le même âge, pratiquement, que les éléments qu'il supporte. Ce qui vous montre donc l'interaction, si vous voulez, entre la formation des Motu et la formation de leur assise conglomératique. Alors nous allons maintenant parler évidemment donc, du Motu en lui-même, c'est-à-dire des accumulations graveleuses, sableuses, qui constituent donc le Motu lui-même. Alors pour pouvoir étudier un Motu, eh bien on utilise une technique simple, c'est-à-dire on va faire des excavations, des cavités, donc depuis la surface jusqu'au contact donc, de la plateforme conglomératique sous-jacente, c'est-à-dire on fait des cavités dont l'épaisseur varie entre 1,50 m et 3 mètres en moyenne. Vous voyez, ce ne sont pas des cavités profondes. Grâce à ces cavités, on est capable, bien sûr, de... Voici Bernard Salva, en train de faire des prélèvements. Vous voyez, on voit déjà, on peut deviner qu'on la stratigraphie de cette excavation, de ce Motu. Vous avez donc un empilement de couches de granulométrie variées. Alors, si l'on regarde donc de façon détaillée la granulométrie, évidemment, nous allons trouver d'énormes différences selon le secteur. Pour faire simple, du côté océan, en général, nous avons des débris grossiers, des blocailles, des gravels. Vous pouvez voir par exemple ici des alternances, où vous avez des alternances des débris très grossiers avec des gravels, ce qui indique évidemment des phases d'apport en sédiments variables en fonction des conditions hydrodynamiques. Les gros débris sont plutôt amenés par des tempêtes fortes, alors que les débris plus faibles, bien entendu, sont amenés par des tempêtes beaucoup moins actives. En revanche, si on regarde dans la partie côté lagon, eh bien, la granulométrie a tendance à décroître, et vous avez ici, en fait, des dépôts qui sont plutôt sableux. Donc, vous avez une granulométrie décroissante depuis le côté océanique vers la zone lagunaire. Alors, nous allons maintenant travailler sur les exemples que je vous ai cités. Le premier exemple est celui de Bora Bora, et plus précisément, nous avons travaillé sur le Motu de Tevairoa, qui est situé, comme vous le voyez, dans le nord-ouest de l'île de Bora Bora. 3 excavations ont été réalisées le long d'un profil d'un transect dont le T1, donc, qui est situé côté océan, T2 en partie plus ou moins centrale, et T3 qui est situé du côté du lagon.
Alors voici restitué, donc en haut vous avez donc le profil qui vous montre donc les sites au niveau desquels ont été faites les excavations, T1, T2, T3, l'océan est évidemment à gauche. En dessous, vous avez les coupes stratigraphiques simples, c'est-à-dire la nature des matériaux qui ont été mis en évidence, donc évidemment, alternance de sédiments grossiers, de blocailles, de gravels, et vous voyez dans la partie plus interne, nous avons bien sûr des sédiments plus faibles. Mais la partie la plus intéressante de ce schéma, c'est en fait la coupe inférieure, puisqu'elle nous indique que la mise en place du MOTU s'est fait autour de 2300, 2400 ans, ici vous voyez. Et en fait, ensuite, vous avez une gradation donc, du MOTU qui va se faire depuis la partie centrale du MOTU et ensuite de façon à peu près équilibrée, aussi bien en direction de l'océan qu'en direction du lagon. Alors ces zones-là sont appelées par un jargon, par un terme technique, on parle évidemment de dépocentre. Vous avez le dépocentre, vous voyez, qui s'est individualisé dans la partie centrale du platier, puisqu'à l'époque, évidemment, c'était un platier. Et vous voyez qu'en fait, à partir de ce dépocentre, vous allez avoir en gradation donc, du MOTU, aussi bien en direction de l'océan, donc qu'en direction du lagon. Notez l'âge, donc dans le cas de Bora Bora, dans ce secteur, l'âge de mise en place du MOTU, donc vous voyez, c'est autour de 2300, 2400 ans, donc c'est extrêmement récent. Si nous passons à Takapoto, nous avons deux sites d'études, l'un situé sur la côte sud-sud-est et l'autre situé en zone un peu moins battue, plus abritée au niveau de la côte sud-sud-ouest. Voici les zones donc, de prélèvement. Au niveau de la côte est, nous avons 4 excavations. Nous en avons 3 au niveau de la côte occidentale. Alors voici ici donc restituer les coupes géologiques. Vous voyez au niveau de la zone donc au sud-ouest, dans la zone relativement protégée, vous avez donc la mise en place du MOTU qui s'est fait aussi un peu comme à Bora Bora, autour de 2300 ans. Et puis là aussi, vous voyez, on a le même schéma qu'à Bora Bora, c'est-à-dire que l'accrétion de la structure s'est faite de façon, disons, équilibrée, symétrique, aussi bien en direction de l'océan qu'en direction du lagon. Si nous passons sur la côte sud-est de Takapoto, eh bien vous voyez que le schéma est parfaitement compatible, cohérent avec ce qu'on a observé sur la côte ouest, puisque nous avons là aussi, vous voyez, une mise en place du MOTU qui a débuté autour de 2300 ans, et là aussi, donc la progression s'est fait de façon équilibrée, symétrique, depuis la partie centrale vers l'océan et vers le lagon. Donc vous voyez, quand on compare donc, la mise en place des MOTU à Bora Bora et à Takapoto, nous avons les schémas parfaitement identiques. Voici ici donc les fameux dépocentres. Vous voyez, avec probablement un paléo-OA qui a fonctionné ici, et ensuite, à partir de ces dépocentres, évidemment, vous allez avoir accrétion, et donc à terme, vous allez avoir en fait une accumulation sableuse qui va être en continu, comme on peut l'observer donc à Takapoto. Et voici un schéma actuel qui montre comment se font les dépocentres. Vous avez ici un ensemble de dépocentres qui ensuite, par accrétion latérale, vont finir par donner donc un MOTU en continuité. Donc là, c'est un schéma, si vous voulez, de ce qui a pu se passer à Takapoto il y a à peu près 2000 à 2300 ans. On est parti de ce schéma initial pour arriver donc à la situation actuelle. Nous passons maintenant sur Fakarava. Fakarava, nous avons travaillé sur la côte nord-est, pardon. Nous avons 3 sites d'études à ce niveau, 3 excavations. Voici le schéma qui restitue donc la structure interne du MOTU.
Schéma du haut, bien entendu, la position des trois excavations. Dans la partie centrale, donc, restitution de la stratigraphie au niveau des trois sites. Et enfin, en dessous, vous avez donc le schéma. Vous voyez là aussi la mise en place donc, du MOTU s'est faite autour de 2000 ans. Voilà. Donc, on retrouve en fait un troisième schéma qui rappelle ce qu'on a observé à Bora Bora et à Takapoto. À Maracuja Sud, on a un schéma un peu différent, comme nous allons le voir. Nous avons travaillé sur deux MOTU, l'un qui est situé donc au nord-nord-est et un qui est situé dans la partie sud de l'atoll. Nous avons là aussi fait donc deux transects avec trois excavations sur chacun des MOTU. Et voici donc la restitution de la structure interne du MOTU. Alors, qu'est-ce que vous constatez par rapport aux trois cas précédents? Eh bien, c'est que la mise en place a débuté plus tôt, puisque, vous voyez, en fait, nous avons les premiers apports ont été datés d'autour de 5000 ans, donc ces MOTU sont deux fois plus anciens que ceux que l'on observe à Takapoto, à Bora Bora et à Takarava. Et aussi, une autre différence par rapport aux trois exemples précédents, c'est qu'en fait, vous voyez, alors que à Bora Bora, Takapoto et Takarava, le dépocentre initial partait depuis la partie centrale du plateau, vous voyez qu'en fait, l'accrétion a débuté à l'origine au niveau de l'océan, et ensuite, donc, l'accrétion s'est faite plutôt depuis l'océan en direction du lagon. Vous voyez, donc un schéma d'accrétion différent dans le cas de Maracuja Sud. Alors évidemment, la formation de ces MOTU, si vous voulez, s'est faite aussi en relation avec les variations du niveau de la mer, et nous allons voir que le niveau de la mer a joué un certain rôle dans cette évolution. Alors tout d'abord, je vous présente la courbe globale, c'est une courbe globale de la variation du niveau de la mer depuis les derniers 24 000 ans, c'est-à-dire on part du dernier maximum glaciaire où le niveau de la mer, je vous le rappelle, était à une profondeur de moins 120 à moins 130 mètres par rapport à la position actuelle. Le niveau de la mer est remonté à des vitesses variables, en moyenne vitesse de l'ordre de 10 mm par an, avec des phases d'accélération. Vous avez ici une phase d'accélération qui correspond à 45 mm par an. Vous voyez pratiquement vous pouviez voir le niveau de la mer donc, monter d'une année sur l'autre. Et puis le niveau de la mer atteint sa position actuelle environ autour de 6000 à 6500 ans. Vous voyez, vous avez ici Tahiti qui est cité, vous voyez, Tahiti est marqué. Hein, c'est une courbe composite, si vous voulez. Et regardez le bleu, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez énormément de données de Tahiti. En effet, c'est un forage qui avait été réalisé dans les années 90 au niveau du récif barrière de Papeete. Et ce forage nous avait permis à l'époque de publier donc, une courbe de la remontée du niveau de la mer à Tahiti qui avait une valeur globale. D'où l'importance du site de Tahiti que montre cette courbe. Alors, ce qui nous intéresse dans le cas de l'évolution des MOTU, bien entendu, c'est la partie terminale de la courbe, c'est-à-dire les derniers 6000 à 6500 ans. Alors, le niveau de la mer atteint sa position actuelle autour de 6500 ans. Le niveau de la mer est monté jusqu'à l'altitude d'environ 80 cm à 1 mètre. Au cours, il y a à peu près 4000 ans, et ensuite, le niveau de la mer est descendu tranquillement pour occuper sa position actuelle. Alors, si on prend le cas de Bora Bora, si on place évidemment les échantillons aussi bien de conglomérats que de matériel meuble constituant le MOTU, qu'est-ce que vous constatez? Bien, ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que, en fait, à Bora Bora, les sédiments meubles se sont mis en place autour de 2500 ans. Bon, les conglomérats sont un peu plus anciens, mais comme je vous l'ai dit au début de mon exposé, il y a des conglomérats, si vous voulez, qui sont plus récents que les sédiments meubles. Excusez-moi. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez quand même que, dans ce cas précis, à Bora Bora, la mise en place du MOTU s'est faite au moment de la phase descendante
du niveau de la mer. Vous voyez? L'essentiel du Motu s'est constitué alors que le niveau de la mer avait tendance à redescendre vers sa position actuelle. Si l'on prend l'exemple de Takamoto, eh bien nous retrouvons le même schéma. Le même schéma donc à Bora Bora, à savoir que la mise en place donc, du Motu, du moins des sédiments meubles, s'est effectuée, vous voyez, autour de 1500 ans. Et par contre, les conglomérats, vous voyez, sont un peu plus anciens. Donc, et ici, il y a une logique stratigraphique, c'est-à-dire que les dépôts de base sont plus anciens que les dépôts qu'ils supportent. Fakarava, un schéma un peu comparable, même si un peu un décalage dans le temps. Mais vous voyez là encore, qu'est-ce que vous notez? Vous notez que le Motu s'est mis essentiellement en place au moment de la retombée du niveau marin, au moment de la chute du niveau marin vers sa position actuelle. À Marutea Sud, le schéma est un peu différent puisque le Motu est plus ancien, puisqu'il s'est mis en place il y a environ 5000 ans, mais de toute façon, les apports sédimentaires se sont faits effectivement au moment où le niveau de la mer avait atteint sa position actuelle. Donc en résumé, les Motu se sont mis en place, si vous voulez, il y a moins de 6000 ans, et la plupart se sont mis en place, du moins sur les travaux que nous avons effectués. Nous avons des travaux en cours actuellement sur Nukutipipi, et nous allons voir si le schéma qui a été établi donc, a une valeur générale. En fait, sur les exemples cités, vous voyez qu'on trouve grosso modo le même scénario. Alors, si on se résume, voici une restitution donc d'une histoire moyenne d'un Motu. Il y a 8000 ans, le niveau de la mer était à peu près à moins de 20 mètres par rapport à la position actuelle. Le niveau de la mer donc est remonté et il y a 6500 ans, 6000 ans, le niveau de la mer occupait cette position. Or, qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, vous constatez que, par contre, le support principal, lui, il était sous l'eau il y a 6000 ans. Il a fallu donc que le platier principal actuel, si vous voulez, s'élève pour rattraper la position du niveau actuel. C'est pour cela, si vous voulez, que les dépôts que nous datons ont moins de 6000 ans, puisqu'en fait, les dépôts plus anciens sont actuellement sous le platier qui affleure la surface. Et vous avez donc, au cours des derniers 2500 à 3000 ans, vous voyez que c'est constitué à la fois le platier a rattrapé la surface du plan d'eau, et pendant cet intervalle après, évidemment, s'est mis en place le monde. Vous voyez donc l'histoire en résumé qui est valable pour la plupart des atolls, des Tuamotu, du moins ce que l'on peut en dire à l'époque actuelle. Nous passons maintenant au problème des mégablocs. Le problème des mégablocs est très intéressant parce qu'en fait, ces mégablocs ont une origine, évidemment, c'est lié à un aléa hydrodynamique, mais de quel aléa s'agit-il? Alors, je vous présente quelques photos qui vous montrent ces accumulations de mégablocs. Merci. Voici donc une photographie de Tita Vora qui vous montre ces accumulations de blocages de taille variée. Bien sûr, là, les blocs n'ont pas des tailles considérables. Ce n'est pas le cas, pardon. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Voilà. Oui, donc vous avez ici donc, des blocs donc, de taille, disons, plus significative. Voilà. Alors ces blocs, évidemment, sont des blocs très intéressants sur le plan des reconstitutions des conditions hydrodynamiques, puisqu'ils marquent évidemment des événements hydrodynamiques majeurs. Alors le site de référence que nous allons
abordé, c'est celui de Fakarava. Ces résultats sont tout à fait récents puisqu'ils ont été publiés il y a quelques mois dans une revue qui s'appelle Growing Geology. Voilà donc la zone des mégablocs sur la zone de Fakarava, vous voyez, cette espèce de petit triangle qui est situé ici. C'est là que sont concentrés les mégablocs. Alors voici de façon plus détaillée la présentation du site. Vous avez le platier récifal, bien entendu, ce qui est marqué MG, c'est en fait les deux champs de blocs, les deux champs de mégablocs. Ce sont ces deux champs que nous allons analyser. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'à l'avant de ces champs de blocs, vous avez la zone éperon-sillon, qui est marquée ici, en avant de la précalcane, et vous constatez que cette zone éperon-sillon est particulièrement perturbée. Vous constatez que des blocs à l'avant sont déjà détachés. Vous voyez, donc là, ici, vous avez une faille, vous voyez, une fracture qui longe le système. On peut voir sur la diapositive suivante plus en détail. Voilà. Et vous voyez, ces blocs qui sont déjà prêts à partir, si j'ose dire. Alors pourquoi ces blocs se sont détachés? Tout simplement par gravité, puisqu'en fait, la zone éperon-sillon est très récente. Elle s'est mise en place il y a à peu près 5-6 000 ans, et par effet donc, gravitaire, ces blocs se cassent. Donc les blocs se cassent, j'allais dire naturellement, si vous voulez, sans intervention particulière. Et ces blocs étant cassés, évidemment, sont susceptibles d'être déplacés lorsque l'événement hydrodynamique majeur se produit. Alors ces blocs, voici un bloc à Fakarava, vous avez Bernard Salva au premier plan, et voilà. Donc vous voyez, ces blocs quand même ont une taille assez considérable. Certains peuvent atteindre plusieurs dizaines de tonnes. Alors voici un petit schéma qui vous présente donc le contexte dans lequel se sont formés ces blocs. Alors vous avez ici dans le Motu, vous avez la plateforme conglomératique en gris, et puis en fait le récif actuel qui s'est développé, rappelez-vous, sur le schéma au cours des derniers millénaires, fait quelques mètres, c'est le récif Holocène. L'Holocène correspond aux derniers 11 000 ans. Voilà, vous avez ce récif Holocène qui repose sur une base plus ancienne ici. Donc vous voyez en fait, la partie Holocène n'est pas fixée, si j'ose dire, directement sur le substratum, et il se détache donc très facilement donc, de son substratum. C'est pour ça que vous avez, vous voyez, ces éléments qui se détachent dans la partie antérieure du récif. Alors, ces blocs étant disponibles, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez un certain nombre donc, de forces qui vont être appliquées lorsque une vague, quelle qu'elle soit d'origine cyclonique, ou qu'il s'agisse d'une vague engendrée, par exemple, par un tsunami, eh bien, la vague va prendre en charge, si je puis dire, un de ces éléments et va le projeter donc sur le platier. Alors, il y a un certain nombre de forces qui sont appliquées. Les hydrodynamiciens ont travaillé sur ces questions-là, et il y a des équations qui sont à disposition qu'on peut utiliser. Alors voici quelques valeurs. Pour soulever un bloc, disons, entre 20 et 30 tonnes, il faut des vitesses de déplacement de la houle entre 10 et 14 mètres secondes. Et 14 mètres secondes, ça va quand même assez vite. Vous pouvez vous imaginer donc l'énergie dégagée par une telle vague. Ensuite, lorsque, évidemment, le bloc est sur le platier, pour le déplacer donc, à la surface du platier, il faut évidemment des vitesses, des énergies moindres, compris entre 3 à 5 mètres par seconde. Voilà, ces chiffres sont des chiffres théoriques qui sont établis à partir des équations des hydrodynamiciens. Alors évidemment, pour savoir quel événement a mis en place ces blocs, eh bien, il faut là aussi dater. Qu'est-ce qu'on peut dater?
sur ces blocs. Alors on imagine effectivement qu'avant que le bloc soit arraché de son support, de son substrat, il y avait des coraux vivants dans sa surface. On considère donc que les coraux qu'on trouve à la surface du bloc en état de bonne conservation, comme on peut l'observer ici, eh bien, marque le moment où le corail est mort, c'est-à-dire le moment où le bloc a été projeté sur le platier. Donc nous datons évidemment ces coraux superficiels. Alors la question de fond maintenant, la question de fond qui a été discutée d'ailleurs pendant des décennies concernant la Polynésie française, ça a été discuté ailleurs, en particulier par les Japonais dans les Ryukyu, parce qu'en fait ces blocs récifaux, on les trouve partout, dans les zones tropicales, aussi bien en Atlantique que dans le Pacifique et que dans l'océan Indien. Question de fond. Ont été mises en place par des tsunamis ou par des cyclones. Alors je pense, j'ai lu donc récemment un article d'un archéologue, Otino, que tu dois connaître, et dans son article il disait oh, c'est les tsunamis, c'est les tsunamis, c'est les tsunamis. Pourquoi pas? J'ai lu aussi un article d'un collègue, donc récemment, un géophysicien, talentueux, certains peut-être d'entre vous l'ont connu, qui disait aussi, puisqu'il était spécialiste des tsunamis, il disait ce sont les tsunamis, ce sont les tsunamis. Le problème est peut-être un peu plus compliqué, il est peut-être un peu plus compliqué de définir quel est le moteur à l'origine de ces déplacements. Alors tout d'abord, voici une carte qu'on s'est amusé à faire avec Bernard Salva, qui montre sur un certain nombre d'atolls du nord-ouest des Tuamotu la position géographique des blocs récifaux. Où est-ce qu'on trouve de façon préférentielle les blocs? Alors vous voyez que les blocs, si vous voulez, se situent soit au nord-est, soit au nord-ouest. Par contre, dans la partie sud, il n'y en a quasiment pas. Vous voyez, donc ils ont une localisation au niveau des couronnes d'atoll qui est plutôt depuis le nord-ouest jusqu'au nord-est. Et donc la localisation, déjà, c'est une indication. Alors vous allez me dire, effectivement, il peut y avoir des tsunamis qui sont issus des secteurs nord, aussi bien nord-est que nord-ouest. Alors regardons où se forment les tsunamis. Alors ça, c'est une carte des plaques tectoniques. Vous avez donc en noir la limite des différentes plaques. Alors vous avez, lorsque vous avez deux flèches qui se font face, ça vous délimite les zones de pression, de contraction, ce qu'on appelle en géologie des zones de subduction. Vous avez comme au niveau au-dessus de la plaque de Coco, vous avez des zones de glissement, vous avez les deux flèches qui sont orientées en sens inverse, et puis vous avez ce qu'on appelle les zones d'expansion qui sont situées ici, ce sont les flèches qui sont dirigées dans des directions opposées. Alors évidemment, pour qu'un tsunami se déclenche, il faut que ça soit dans les zones de contraction de plaques. C'est-à-dire que les tsunamis ne peuvent se former que lorsque vous êtes dans une zone où deux flèches se font face. Vous voyez, en haut, par exemple, au niveau du Kamtchatka, vous avez ici, donc dans la partie occidentale, donc eurasienne, ici, donc vous avez la plaque euro-asiatique, ici vous avez la plaque pacifique, etc. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un secteur préférentiel qui, comme vous pouvez le constater, qui est plutôt dans la partie nord et dans la partie est de l'océan Pacifique. Donc ça semblerait correspondre au schéma de répartition des mégablocs tels qu'on les observe dans le nord-ouest des Tuamotu. Alors un exemple récent, je ne peux pas vous montrer, vous savez, il y a quelque temps, il y a eu, au niveau du Kamtchatka, au contact entre la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine, il y a eu donc un séisme de magnitude 5,7, ce qui n'est pas rien, qui s'est déclenché. Donc une houle d'origine sismique s'est propagée à travers
tout le Pacifique. Et je me rappelle, moi j'étais en métropole, je regardais ce qui se passait en Polynésie, on disait attention, etc. Il faut faire attention, il va y avoir une vague qui va déferler. J'étais un peu sceptique, j'ai eu raison, puisque la vague qui a déferlé à Tahiti, je crois, elle faisait 1 mètre de haut. Bon, là, c'est pas une vague d'1 mètre de haut, vous vous doutez qu'il va déplacer des blocs de plusieurs tonnes. Donc cet exemple montre bien que eh bien, les séismes lointains, le genre des tsunamis, ne génèrent en Polynésie française que des vagues quand même d'amplitude limitée. Si nous prenons cette étude qui est intéressante, qui vous montre en fait la hauteur des vagues qui ont été générées par des tsunamis historiques en Polynésie française. Alors la zone la plus touchée, ce sont les Marquises. Les Marquises, c'est une zone relativement touchée, mais vous voyez la hauteur des vagues est de l'ordre de 3 mètres. Donc déjà 3 mètres, bon, c'est la vague la plus haute qui a été enregistrée dans le secteur des Marquises. Alors en Marquises, on trouve quelques blocs, évidemment, quelques blocs coralliens, en particulier des têtes de Porites, de Coroporites, qui sont calculées. Par contre, regardez dans les Tuamotu, la hauteur des vagues, vous voyez, c'est entre 1 demi-mètre et moins de 1 mètre. Bon. Évidemment, ce sont des données historiques. Vous allez me dire, dans le passé, il y a eu des vagues engendrées par les tsunamis monstrueuses qui ont touché les Tuamotu. Ça reste à prouver. Vous voyez donc déjà, le moteur tsunami pour la mise en place des mégablocs est fortement critiquable. Fortement critiquable. Alors nous avons une autre possibilité, ce sont ce qu'on appelle les tsunamis d'origine gravitaire. C'est-à-dire un flanc d'atoll peut s'effondrer, et à ce moment-là, vous allez avoir un tsunami local qui va être généré, qui va générer une vague, et cette vague, effectivement, peut avoir une certaine amplitude. Est-ce que cette amplitude est suffisante pour arracher au fond des récifs des morceaux des coraux? Alors nous avons un exemple historique. Vous savez que je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'Île-Roi, vous la connaissez mieux que moi. En 1979, il y a eu, vous voyez, dans la partie sud-ouest de l'atoll, une zone qui s'est effondrée. Ne me demandez pas pourquoi, vous êtes au courant. Donc, cette zone, vous voyez, elle n'est pas quelconque, elle faisait 1500 mètres de long, sur à peu près 200 mètres de hauteur, et elle a affecté la pente récifale sur une profondeur à l'intérieur de 100 mètres. Vous voyez, donc c'est un bloc énorme, situé entre la profondeur de 300 et de 500 mètres, qui s'est effondré. Ce n'est pas rien. Quelles ont été donc les conséquences de cet effondrement? Eh bien voilà, vous avez une image, vous voyez, donc le tsunami s'est manifesté dans la zone située en haut de l'image, c'est cette zone-là qui s'est effondrée, et vous voyez, vous avez une vague de 4 6 mètres. Vous voyez, donc malgré la taille de l'effondrement, la vague générée reste relativement de faible amplitude. Donc, il faut être réservé sur l'origine de la mise en place des mégablocs à partir de tsunamis, quelle que soit l'origine du tsunami, qu'il soit d'origine sismique ou d'origine gravitaire. Alors, venons-en maintenant au cyclone. Voici une carte publiée il y a une quinzaine d'années. Bon, cette carte vous montre la fréquence donc supposée des cyclones en Polynésie française. Or, lorsque vous considérez la zone des Tuamotu, mais tout est blanc pratiquement. Ça veut dire qu'en fait, la fréquence des cyclones dans les Tuamotu est relativement faible. En moyenne, pas plus de 1 à 2 cyclones par siècle. Ce sont les chiffres donnés par les météorologues. Donc vous voyez déjà, il y a peu de cyclones relativement dans les Tuamotu
comparé par exemple à l'archipel des Australes. Alors, la trajectoire de ces cyclones, voici. Vous avez donc, vous voyez, vous positionnez, donc vous avez un certain nombre de noms d'atolls. Vous avez ici, donc, Tahiti, Moorea, etc. Donc, vous voyez, vous avez ici, en fait, un chenal. Vous savez très bien, en Polynésie, il y a un chenal, le long desquels, évidemment, se propagent la plupart des cyclones. Évidemment, les cyclones peuvent prendre naissance aussi du côté des Marquises, comme ils peuvent prendre, évidemment, en position beaucoup plus nord-occidentale. Et donc, en gros, vous avez ici à peu près tous les cyclones qui se sont manifestés dans les Tuamotu au cours, disons, du dernier siècle. Donc, ils ne sont pas extrêmement nombreux, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ces cyclones, ces fameux cyclones, eh bien, vous avez ici un diagramme qui vous place, donc, en fonction de la pression, exprimée évidemment en hectopascal, pression atmosphérique, 950, 960, 970 hectopascal. Vous avez ici les vagues, la hauteur des vagues susceptibles d'être engendrées par les 10 cyclones. Et puis ici, vous avez la classification des cyclones en fonction de leur intensité, c'est la fameuse échelle en 5 catégories dites de Saphir-Simpson. Et vous voyez qu'on peut classer les cyclones en 2 grandes catégories. Les cyclones qu'on peut qualifier de normaux, lorsque vous avez une pression atmosphérique donc supérieure à 945 hectopascal, et puis pour des dépressions plus fortes, donc avec des valeurs inférieures à 945 hectopascal, nous avons ce qu'on appelle des supercyclones, c'est-à-dire les supercyclones correspondent aux classes 4 et 5. Or, depuis une dizaine d'années, effectivement, les cyclones qui ont été générés dans la région sont plus de classe 4 et 5 que de classe 1 ou 2. Vous voyez, donc on arrive actuellement, même si le nombre de cyclones n'augmente pas, mais leur intensité, évidemment, est plus forte. Et vous avez ici, effectivement, les hauteurs de vagues. Alors, j'ai marqué 2 cyclones connus et récents de Polynésie. Vous avez le fameux cyclone Orama, qui s'est manifesté en été 1983, en particulier qui a été sensible donc à la. Et au-dessus, vous avez le cyclone Oli, qui s'est manifesté en 2010 et surtout du côté de Tahiti. Or, la hauteur des vagues de ces 2 cyclones, vous voyez, eh bien, c'est de l'ordre de 14 à 15 mètres. 14 à 15 mètres, des vagues de 14 à 15 mètres d'eau. Alors, si on compare évidemment la hauteur de ces vagues avec celle générée par un tsunami, il est certain que les cyclones sont des candidats potentiels sérieux à la mise en place des mégablocs. Alors, voici une belle photo de notre ami Philippe Vacher, donc le cyclone Oli, qui a touché Tahiti. Vous voyez, il y a une petite église derrière. Donc, la hauteur des vagues, je ne sais pas si tu t'en souviens, Philippe, devait être assez notable. Ouais, c'était plutôt de l'orage. Je pense qu'on était déjà bien atténué, on était bien en 6 mètres. Ouais, quand même. Alors, prenons les deux cas historiques, celui d'Anaha. Anaha, justement, dans la partie nord-ouest, pour les gens qui connaissent Anaha, il y a des champs de blocs assez considérables. Et un de nos collègues géographes, Pierre Lavesio, a fait une publication en 2023, et il a pu montrer que ces blocs avaient été mis en place lors du cyclone de 1906. Ça a été daté de 1906. Si l'on place Arangui, vous savez qu'Arangui, sur la côte nord-ouest, vous avez des blocs, on parle même de blocs cyclopéens, vous voyez, avec des volumes, et surtout des poids, vous voyez, qui dépassent les 600 tonnes. Vous voyez l'échelle des deux touristes, là, vous voyez un peu la taille de ces blocs. Et là aussi, ils ont été datés par Canavesio, et ils montrent qu'effectivement,
qui correspondent donc aussi au cyclone de 1906. Donc là, on a une preuve historique, directe, que les plus gros mégablocs connus, en particulier à Anguirua, ont été mis en place par un cyclone et non pas par une énergie liée à une activité sismique. Donc, conclusion, c'est la conclusion que je vous présenterai, les mégablocs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas que quelques blocs qui ont été déplacés par une petite vaguelette générée par un tsunami, mais en fait, d'une façon générale, ce sont les supercyclones, les cyclones de catégorie 4 et 5, qui sont probablement, au plan historique comme au plan évidemment plus ancien, dans le cadre préhistorique, qui sont à l'origine de la mise en place des mégablocs. Alors nous allons retourner quand même maintenant à Fakarava, puisque nous avons démontré que ce sont les cyclones qui sont à l'origine de la mise en place des mégablocs. Cela nous renvoie à notre histoire, donc j'avais commencé sur Fakarava. Alors, la datation des deux champs de blocs mis en évidence à Fakarava a permis de mettre en évidence sur une période qui couvre à peu près 3400 ans, vous voyez, un certain nombre d'événements qui sont liés à des supercyclones. Un qui s'est passé un événement au XVIIe siècle. Vous avez ensuite deux événements majeurs proches entre, disons, le début de l'ère chrétienne et les 3-4 siècles qui ont suivi. Et il y a eu aussi des événements plus anciens, si vous voulez, autour de 3400 ans, autour de 2500 ans. Donc on a ici, si vous voulez, sur un site relativement restreint, de quelques centaines de mètres sur la côte donc, sud-est de Fakarava, on a un enregistrement d'événements de supercyclones sur une période quand même de plusieurs siècles. Alors, question, pourquoi y a-t-il des périodes où la cyclogénèse est beaucoup plus active? Eh bien, vous avez ici un schéma intéressant qui peut être utilisé comme explication. Vous avez en haut, vous voyez, vous avez en haut donc le poids des mégablocs qui ont été analysés à Fakarava. Vous voyez, ce qui est marqué en rouge, on arrive jusqu'à 150 tonnes. Eh bien, ces blocs les plus lourds, les plus gros, se sont mis en place au cours d'un événement particulier autour de 2000 ans, vous voyez ici, lié à une forte intensification de l'activité El Niño. Vous savez que l'activité cyclonique en Polynésie française, ça a été démontré par les climatologues, est liée effectivement au changement, à la variabilité du phénomène El Niño, du phénomène ENSO. Donc il semblerait, si vous voulez, dans ce cas précis, que les événements qu'on a mis en évidence à partir des mégablocs de Fakarava seraient liés donc à une variabilité de l'activité d'El Niño au cours du temps. Voilà, et écoutez, je terminerai par cette image. Bon, je ne suis pas ici pour vendre mon bouquin, mais pour le présenter. Voilà, le bouquin qui a été réalisé par Philippe et par moi, qu'on a présenté donc à l'actuel Salon du Livre. C'est un bouquin de géologie qui vous explique donc la formation des îles volcaniques, la formation des récifs, et évidemment la formation des Motu, leur histoire. L'intérêt de ce livre, c'est qu'il y a évidemment une approche géologique, mais aussi, grâce à la collaboration de l'anthropologue Frédéric Torrent, qui a réalisé dans cet ouvrage un chapitre sur l'interprétation mythique par les Polynésiens de la formation des îles. Donc vous avez à la fois la partie scientifique et vous avez à la fois la partie mythique. Je vous remercie. Merci.
Solitaire du coup pour cette présentation très intéressante, enrichissante, constructive surtout. Et si vous avez des questions, j'ai une question. Oui. Comment les îles, comment les motos arrivent à se maintenir, vu qu'ils sont à quelques mètres du niveau de la mer? C'est une très bonne question, parce que là, vous projetez dans le futur. En fait, les motos sont alimentés régulièrement par les débris coralliens arrachés par les tempêtes, par les cyclones, même les petits cyclones, les dépressions tropicales, vont rapporter donc régulièrement des débris arrachés au niveau de la pente externe du récif et au niveau du platine. La question de fond, c'est à partir du moment où vous avez une atteinte à l'intégrité des communautés coralliennes de la pente externe, à ce moment-là, si vous n'avez plus d'alimentation du motu par les débris coralliens issus de la pente externe, à terme, ça peut poser problème. Surtout dans un contexte de remontée du niveau de la mer et de l'intensification de la force des cyclones. D'autres questions? Effectivement, sur l'analyse de l'information des motus, on constate que les motus se sont essentiellement mis en place au moment de la retombée du niveau actuel, à partir de moins 4000 ans, vers la position actuelle. Si nous faisons, la question que je vous pose, si nous faisons remonter le niveau de la mer, ce qui est prévu, est-ce que cette remontée, justement, ne va pas détruire, ou du moins altérer, ce qui a été mis en place au cours de la chute? Parce qu'il semblerait que la chute du niveau de la mer ait facilité la mise en place des motus. À partir du moment où on fait remonter le niveau de la mer, c'est un événement antagoniste, si je puis dire, qui risque de favoriser, malheureusement, l'érosion des motus. Donc moi, je suis plutôt d'un côté plus pessimiste que certains, parce que je pense que, en fait, ce phénomène de remontée du niveau de la mer va perturber donc la dynamique générale des motus. Mais il ne faut pas le dire. Lucien, tu pourrais dire, quand tu lis les travaux de Rémi Canavesio, pour répondre à la question de madame, Rémi nous dit que les habitants de Tuamotu, préférentiellement, ils construisaient leurs maisons, les villages, sur le nord-est des atolls, alors que lui, il montre que les cyclones, les trucs, arrivent plutôt de ce côté-là. Et il préconise que les habitations devraient plutôt se mettre au sud. Il est clair que quand on peut parler d'artisan de mégalopes, il vaut mieux s'installer au sud que au nord, ça c'est clair. Ça c'est. Voilà, s'il y a une information à apporter, c'est celle-là. Il vaut mieux s'installer au sud qu'au nord. Ça, tu pourrais répondre ça. Il vaut mieux que dans le village, voilà, dans le sud ou au nord. plutôt qu'au nord-est. Et le nord-est, c'est le plus. C'est vrai, c'est vrai. Il y a de nombreux anciens villages qui sont aujourd'hui désertés, qui ont des zones qui ont beaucoup souffert des siècles précédents. Qui sont plutôt dans le nord des atolls. Pas forcément. Ah oui, pas forcément. Mais c'est clair, dans pas mal d'atolls. Oui. Des villages qui ont été abandonnés pour telle ou telle raison. Il peut y avoir rien de plus. Très bien. Soit l'album, le Minimala qui a semblé pourquoi vous semblez de revenir à exemple? Parce que c'est quoi la carrière? C'est ma carrière. C'était ma carrière. Il y avait plein de ma carrière. Bien sûr. Tu peux nous expliquer en 2 minutes pourquoi en marquise il n'y a pas de récif corallien? Ah, très bonne question. En 2 minutes. Alors d'abord, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Réponse de Laurent. En effet, bon, les travaux avec Lydia Bioch, malheureusement, qui est décédé, un collègue qui était le directeur de recherche à la qui malheureusement est décédé depuis une dizaine d'années. Et bien, en fait, les travaux océanographiques ont montré qu'autour d'îles comme Ivaoa, on trouve des récifs fossiles aux profondeurs d'une centaine de mètres. On trouve plusieurs générations à des profondeurs différentes.
La plus profonde est autour de 130-140 mètres. Ensuite, il y en a une autour de 80 mètres. Ensuite, une autour de 60 mètres, de 40 mètres, pardon. Et la dernière autour d'environ 30 mètres. On trouve des récifs fossiles, donc en gros, entre moins 140 et moins 30 mètres, autour de certaines îles des Marquises. Ces récifs se sont développés au cours de la remontée du niveau de la mer, depuis évidemment le dernier maximum glaciaire. Et chaque fois qu'il y avait une plateforme, un récif s'est installé. Pourquoi il n'y en a plus actuellement? Et si on s'est posé la question, bon, vous savez très bien que les Marquises sont dans une zone subtropicale à tempérée. Probablement, les conditions actuelles sont favorables au développement des coraux, puisqu'on trouve des communautés coralliennes, mais non récipables. C'est-à-dire les coraux sont capables de se développer, mais n'ont pas le pouvoir de croissance suffisant pour former des récifs. Donc on a une communauté, vous allez avoir une assise corallienne sur des fonds de 10, 20, 30 mètres, coraux actifs, mais ils ne sont pas capables d'avoir un pouvoir de direction du fond et de former un glacier. Probablement, la température des eaux, c'est la seule explication logique, parce que, bon, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait gêner si ce n'est ce paramètre. Voilà. Mais il y a eu des récifs aux Marquises. Le plus ancien a été daté, celui qui est à peu près à 30 mètres, il a été daté de 9000 ans. Donc depuis 9000 ans, les conditions n'ont pas permis le développement de récifs aux Marquises.